Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Saison 6, épisode 10, Frédéric Cabrera, Catherine Gindre et Yann Poncelet, brasserie Heineken de la Valentine à Marseille. Direction Marseille, dans ce nouvel épisode du Podcapsuleur, je vous emmène à un anniversaire, celui des 150 ans de la brasserie de la Valentine, autrefois appelée la brasserie du Phénix. Elle est implantée dans le 11e arrondissement de Marseille. C'est tout le quartier qui s'est construit autour d'elle. Elle a été fondée par un Alsacien en 1872 et en 1988, elle est rachetée par Heineken qui brasse sa bière Heineken depuis 1997. En effet, il a fallu presque 10 ans pour installer les équipements nécessaires. Aujourd'hui, c'est la plus grosse brasserie industrielle en dessous de la Loire. Elle emploie 161 salariés et Heineken produit à Marseille 1,5 million d'hectolitres de bière par an. C'est un quart de sa production annuelle en France. Le site est gigantesque, les installations sont titanesques. Chaque heure, quelques 150 000 bouteilles sont conditionnées. Depuis 5 ans, plus de 35 millions d'euros ont été investis pour que l'usine augmente sa capacité et améliore son impact carbone. Suivez le guide, je vous emmène aujourd'hui à Marseille, chez Heineken. Bonjour, Frédéric Cabrera, je suis le directeur de la brasserie Heineken, la brasserie marseillaise qui est située dans le quartier de la Valentine. Et je suis très heureux de vous accueillir pour ce podcast. Frédéric, cette usine où tu nous reçois aujourd'hui, elle a une longue histoire puisque elle a aujourd'hui 150 ans. Elle a été créée en 1872 par un Alsacien. Elle entre dans le groupe Heineken bien des années plus tard, en 1988. Est-ce que tu peux nous retracer l'histoire de cette brasserie ? Écoute, effectivement, cette brasserie s'installe dans le quartier de la Valentine il y a 150 ans. C'est vraiment un site qui est chargé d'histoire. Quand on regarde un peu aujourd'hui les icônes, les premiers dessins du quartier de la Valentine, on voit vraiment que le quartier, qui est dans le 11e de Marseille, s'est créé, s'est développé autour de cette brasserie. On peut voir sur ces icônes vraiment les axes routiers qui sont aujourd'hui les axes modernes. Et cette histoire, elle commence à cette période-là. En 1886, il y a une deuxième date importante pour la brasserie. Puisque la brasserie est détruite par un incendie, ça fait partie de l'histoire du site et elle renaît à cette période-là sous le nom et l'emblème de la brasserie malterie du Phénix, qui va continuer pendant des années à être vraiment le logo, l'image de cette brasserie, et un certain nombre de riverains continuent à appeler la brasserie d'ailleurs du Phénix. Qui est ce Jacques Velten qui met les pieds à Marseille? Il vient d'Alsace, il met les pieds à Marseille pour créer une brasserie en 1872. Jacques Velten, c'est un entrepreneur qui était déjà dans le monde brassicole, qui vient d'Alsace effectivement et qui avait déjà des sites brassicoles dans la région lyonnaise, qui vient d'une famille qui était dans le monde brassicole, qui avait des malteries, des brasseries et qui décide de s'installer à la Valentine en 1872. C'est vraiment lui qui a accompagné les premières années de l'histoire de la brasserie. Tu disais que la brasserie était vraiment un peu le cœur du quartier finalement et que le quartier s'était construit autour. Qu'est-ce qu'on produit à l'époque et en quelle quantité ? Alors si on remonte en 1886, c'est vraiment le renouveau de cette brasserie Phénix. On est sur des volumes qui ne sont pas comparables avec ce qu'on brasse aujourd'hui, mais on brassait déjà 2000 hectolitres à l'époque. Il y avait 28 salariés sur le site et puis on avait forcément une diversité qui était moindre que celle d'aujourd'hui. C'était déjà une grosse brasserie artisanale. Aujourd'hui, les brasseries qui font 2000 hectos n'ont pas toujours 28 salariés à disposition. Non, mais c'était déjà une belle brasserie à l'époque. Et en fait, la croissance a continué dans les premières années du XXe siècle. Parce qu'en 1936, on a déjà une brasserie qui grandit, qui est la plus grande brasserie du Midi. Et si on regarde la croissance continue, dans l'après-guerre, en 1947, on a une brasserie qui déjà a multiplié par 100 sa production. On est à 250 000 hectos. Donc déjà, pour l'époque, c'est une brasserie qui était vraiment énorme. Elle a continué sur les années suivantes à être une très grosse brasserie industrielle et jusqu'à rester, c'est le cas aujourd'hui, la dernière grosse brasserie industrielle en dessous de la Loire. Voilà. Heineken arrive en 1988. Dans quelles conditions, dans quel contexte ? Heineken investit à la Valentine dans un contexte qui est un contexte de croissance. Les volumes continuent à grandir à cette période. Et Heineken vient avec l'ambition de développer ce site, d'investir et puis également de ramener sur la brasserie des marques emblématiques comme la Heineken qui pourraient être brassées à partir de 1997. Parce que pour brasser de la Heineken, il faut à la fois un niveau de qualité mais également des investissements et des types de cuveries qui sont nécessaires pour la fabrication de cette bière. Et
ça, c'est possible à partir de 1997. C'est une brasserie qui a toujours été un peu en pointe. Déjà à l'époque, à la grande époque, au 19e siècle, on voit apparaître le froid, on voit apparaître un peu de technologie quand même. Effectivement, déjà, Jacques Velten, au tout début de l'histoire de la brasserie, arrive avec des technologies qui sont des technologies de froid industriel, des technologies qui sont issues également des travaux de Pasteur. Et tout au long de l'histoire, cette brasserie a grandi et a investi. On voit également sur les photos d'archives cette brasserie se développer. Et c'est le cas également depuis l'ère Heineken, où on a une série d'investissements qui est très très forte. La brasserie, sur les 10 dernières années, a investi 71 millions d'euros, et en particulier, on a eu sur les 3 dernières années des investissements qui étaient majeurs, qui nous ont permis de grandir en volume et de ramener des bières comme la Desperados, mais également de travailler sur l'amélioration de nos consommations énergétiques et de notre empreinte carbone. Oui, alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer ces investissements et leurs objectifs ? Alors, écoute, moi je suis arrivé à la brasserie avec ce projet clé en main. C'est une annonce qui a été faite en 2018. La brasserie allait investir 36 millions d'euros sur 3 ans. Sur ces 36 millions d'euros, on avait vraiment 3 axes principaux. Le premier, c'était d'augmenter la capacité de la brasserie de 35%, ce qu'on a fait de 2019 à 2021. Et aujourd'hui, on a déjà pris une partie de cette capacité. Quand j'arrive en 2019, on fait 1,3 million de litres de bière. On fait aujourd'hui 1,5 million de litres de bière. Et on a la vocation, clairement, dans les années qui viennent, très rapidement, de monter à 1,7 million de litres de bière. Donc bon, les brasseurs aiment bien parler en hectolitres, mais effectivement, ça va faire 170 millions de litres de bière. Donc on est vraiment sur des volumes qui sont très importants. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est de rapporter les volumes de Desperados dans le sud de la France, qui étaient vendus dans le sud de la France. C'est le cas depuis 2020, avec en particulier un développement sur le process Desperados et l'installation d'une ligne d'embouteillage qui nous permet de brasser une Desperados qui est made in Marseille et qui est distribuée dans le sud de la France, vraiment de Biarritz à Monaco en dessous de la Loire. Le dernier axe, c'est l'amélioration de notre capacité énergétique, de notre empreinte carbone. En particulier, on a investi plusieurs millions d'euros dans le développement de nos stations d'épuration et dans la création d'une unité de méthanisation qui nous permet, via une chaudière biogaz, de brûler du méthane qui est fabriqué sur site à partir de nos effluents, c'est-à-dire essentiellement de la bière. Ça nous permet de réduire nos consommations énergétiques et rien que cet investissement nous permet de réduire de 12% nos consommations de gaz. En ce moment, c'est de bon augure ? Écoute, c'est un enjeu qui est environnemental et Heineken est vraiment très impliqué dans cette démarche de réduction de l'empreinte carbone, mais c'est effectivement un enjeu de coût parce qu'on sait qu'aujourd'hui les énergies sont sous tension. C'est pas un sujet qu'on traite depuis 2 ou 3 ans. Si on regarde les 10 dernières années, on a vraiment eu un effort sur la brasserie avec des réductions qui sont très fortes. Déjà la réduction de l'eau, parce que c'est pour nous une matière première, c'est une matière qu'on chérit. On a une réduction de 26% de nos consommations en eau sur les 10 dernières années. Aujourd'hui, on est à 3,3 litres d'eau consommée par litre de bière produit. On est parmi les meilleures brasseries en Europe sur ce sujet-là. Et puis on a réduit nos consommations énergétiques de moins 20% sur l'électricité, de moins 30% sur le gaz. C'est clair que les nouvelles technologies apportent des modes de consommation qui sont plus performants. Ça a été le cas dans le cadre du projet d'extension dont je te parle. On a investi sur des nouveaux compresseurs, on a investi sur de nouveaux groupes froids qui nous ont permis technologiquement de réduire ces consommations. Et puis sur la brasserie, on travaille avec des méthodes d'amélioration continue et on demande à nos salariés de vraiment moins consommer l'énergie. On est vigilant aux lumières qu'on allume. On est vigilant également à la manière dont on maîtrise nos process. On a régulièrement des groupes d'amélioration qui nous permettent d'améliorer les choses. C'est le cas depuis 10 ans et c'est pour ça qu'on a réussi à réduire par exemple de moins 20% nos consommations électriques. Le 24 juin dernier, dans le cadre de la Moisson des brasseurs, qui est un peu un événement porte ouverte des brasseries françaises, organisé par Brasseurs de France, la brasserie de Marseille a ouvert ses portes au public. Pourquoi faire ? Est-ce qu'on retrouve ici des vestiges du passé et de ces 150 ans d'histoire ? Les vestiges du passé, en tout cas la présence de l'histoire de la brasserie, elle est visible vraiment dès la porte d'entrée. En fait, on a des monuments qui sont historiques, qui ont plus de 100 ans. On a encore des emblèmes qui nous parlent du passé. On a des vitraux, on a des céramiques qui rappellent la période de la brasserie Phénix.
Et puis, on a en parallèle toute la modernité qui vient avec l'expansion et les investissements qu'on a pu faire récemment. Mais l'ouverture de ces portes, c'est en fait un moyen de partager cette histoire, de raconter les 150 ans de la brasserie pour parfois des riverains qui sont vraiment très très attachés à ce bâtiment qui côtoie tous les jours. Il y a vraiment des histoires très fortes avec la brasserie pour les parties prenantes qui sont autour de la brasserie. Et puis pour nous, c'était le moyen de partager qui nous sommes, de faire rencontrer les personnes qui travaillent et qui sont passionnées par nos produits et puis de partager cette histoire de notre produit. Il y a eu 4 ateliers sur cette journée. Un atelier qui était vraiment sur la découverte de nos matières premières, l'eau, le malt d'orge, le houblon et la levure. On a parlé de nos process avec des ambassadeurs brasseurs de nos brasseries qui ont pu décrire le procédé de fabrication. On a eu une visite qui était vraiment très visuelle sur nos ateliers de conditionnement. On a des passerelles qui permettent de voir en hauteur toute la magie, tout ce mécanisme industriel avec des lignes qui sont très haute cadence, des bouteilles qui sortent extrêmement vite. Et ça, c'est vrai que les gens ont particulièrement apprécié ce moment-là. Et puis finalement, on terminait avec une dégustation, en particulier autour de nos produits 0,0. Ce n'est pas des produits qu'on peut fabriquer à la brasserie, mais c'est des produits qu'on a vraiment volonté de mettre en avant parce qu'on est fiers de ces produits qui aujourd'hui sont brassés en Alsace mais qui sont vendus à travers la France. La Heineken 0 est la bière la plus vendue sans alcool en France. Oui, quand tu parles de haute cadence, on parle quand même de 150 000 bouteilleurs. Effectivement, on est sur des lignes d'embouteillage qui sont très rapides. Hein. Les bouteilles passent et sortent très vite des soutireuses. Aujourd'hui, on a 3 lignes de conditionnement. Effectivement, notre ligne de conditionnement la plus rapide aujourd'hui, elle conditionne 64 000 bouteilleurs. Si on prend la somme des 3 lignes, on est à 150 000 bouteilleurs de capacité maximum. Et ça nous permet de délivrer les 150 millions de litres de bière qu'on peut faire cette année et qu'on va faire cette année. Sur ces volumes, 70% sont de la marque phare Heineken. Est-ce que tu peux nous parler du mode de distribution de ce qui est produit ici ? Est-ce que c'est une bière qui est vendue uniquement dans le sud de la France ? Est-ce que c'est plus large que ça ? Alors effectivement, la brasserie, elle produit vraiment majoritairement de la Heineken, mais pas que. On produit également de la Desperados, de la Affligem, et puis on a des marques comme Panache, comme Cruzcampo, comme la Phénicienne, qui est une marque locale. La distribution, elle se fait via notre distributeur en France Boisson, qui appartient au groupe Heineken France. Et le réseau de distribution sur la partie Est est vraiment géré à partir de sites de distribution. On a 11 sites de distribution dans la région PACA qui nous permettent vraiment de mailler le territoire et de distribuer chez 1500 clients nos produits qui viennent de la brasserie. Le mode de distribution, si on prend la région vraiment sud, ce qui part de la brasserie, c'est vraiment la région sud dans son grand axe, en dessous de la Loire, de Biarritz et de Saint-Monaco. Tu nous parlais des objectifs, atteindre 1 700 000 hectolitres de production l'année prochaine, dans 2 ans ? Alors, on a une vocation d'ici 2 ans à grandir et à tendre vers ces 1,7 million d'hectolitres. Bon, clairement, si on a investi sur la brasserie, c'est essentiellement parce que le marché de la bière est dans une croissance très forte, et c'est le cas depuis une dizaine d'années. Et en particulier dans la région PACA, on est assis sur des marques qui sont extrêmement dynamiques, et voire même plus dynamiques que le marché français. Aujourd'hui, si on regarde ne serait-ce que la marque Heineken, au niveau national, on a une part de marché qui est à 15,8% de part de marché. Si on regarde la région PACA, on est à 25,6, donc on est quasiment 10 points au-dessus de la dynamique nationale. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on accompagne localement sur la région sud, et c'est grâce à ces investissements et à ces volumes qui vont venir sur la brasserie qu'on pourra le faire. En quelques mots, tu es arrivé ici à Marseille en 2019. Auparavant, tu étais dans le Nord, chez Heineken déjà ? Effectivement, j'ai travaillé plus de 8 ans chez Heineken. J'étais directeur de production sur la brasserie qui est située à Mons-en-Barœul. C'est une très grosse brasserie qui fait 3,2 millions d'hectolitres. Et je suis arrivé en 2019 sur la brasserie de Marseille. Ça a été un changement de région, et ça a été également un gros challenge parce que j'arrivais à la brasserie avec une forte dynamique de croissance et des projets industriels qui étaient à gérer dans un contexte où il fallait produire, c'est-à-dire qu'on avait à gérer des projets qui étaient vraiment pharaoniques, avec des cuves gigantesques à construire, qu'on a dû construire in situ parce qu'elles ne pouvaient pas traverser Marseille, elles étaient trop grosses. Donc ça a été une phase de chantier, mais en parallèle il fallait produire. Donc pour moi, pour les équipes, ça a été vraiment un challenge, et je félicite les équipes de la brasserie qui pendant 2 ans ont supporté ces projets.
Et c'est aussi, la journée du 24 était pour nos salariés un moyen de célébrer, de fêter cette période-là, en parallèle de l'histoire de la brasserie, les investissements restants qui pour eux sont très importants, parce qu'on ancre la brasserie encore plus fort localement. Voilà. Bonjour, je suis Catherine Jeanne, responsable fabrication et qualité sur le site de la Valentine. Catherine, on se retrouve ici dans la salle de brassage. Est-ce que tu peux nous présenter l'installation ? Bien sûr, alors vous avez ici une chaudière matière qui date de 2013 en inox, qui a remplacé nos chaudières en cuivre historique. C'est une façon de moderniser la brasserie et de la sécuriser pleinement. Vous avez au fond la cuve filtre qui a été installée pour pouvoir produire les premiers brassins Heineken il y a 20 ans. La chaudière ébullition au fond, un bac tampon et un bac de récupération. Vous êtes sur une partie de la salle à brasser, puisque vous avez ensuite, bien sûr, après un whirlpool et un réfrigérant qu'on verra par la suite. Cette salle à brasser, elle est commandée depuis un cockpit qu'on a visité avant d'arriver ici, où il y a tout un tas de personnes qui travaillent là, certains depuis des générations. Ça, c'est assez anecdotique, puisque leurs pères et grands-pères ont travaillé ici. Donc tout est piloté de là-bas, et ici, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Exactement. Vous avez pu le voir, on a pu rencontrer nos 4 opérateurs qui, avec des générations différentes, s'apprennent le métier, dont Franck Aligné, qui a une vraie passion métier et dont le père et le grand-père étaient là. Ces personnes pilotent en fait via un système de supervision des installations quand tout va bien, mais évidemment, ce reste des brasseurs et ils doivent connaître tout ce qui se passe sur le terrain. Alors, le pilotage se fait en salle de supervision, mais les contrôles qualité, les inspections, les points de maintenance, bien sûr, ils sont amenés à aller sur le terrain. Mais leur vocation, c'est de pouvoir piloter la totalité de cette installation depuis un poste de supervision. C'est vraiment la force et le dynamisme de la modernité qui nous a permis d'avancer vers ça, sans perdre la culture du brasseur, puisqu'encore une fois, un brasseur doit connaître le terrain et un brasseur ne devient pas brasseur en quelques mois. Avant d'arriver dans cette nouvelle salle de brassage qui est en service depuis 2013, on a visité l'ancienne. Alors c'est très étonnant et surprenant de se dire que jusqu'en 2013, on a brassé sur cette image d'Épinal, de la cuve en cuivre que l'on a pu voir dans différentes brasseries qui ont réussi à les conserver. Donc on est ici avec une installation moderne en termes d'équipement, mais aussi en termes d'économie d'énergie. Tout est pensé, tout est réfléchi. Pleinement. Alors on peut prendre l'exemple de la chaudière ébullition. On a une chaudière ébullition qui est équipée d'un Faduco. Un Faduco, c'est un nom un peu barbare, mais qui est un système de récupération d'énergie. Toutes les vapeurs issues de l'ébullition en fait, de chaque brassin sont récupérées, vapocondensées, réchauffent une bâche à eau chaude qui permet de pouvoir réchauffer le mou d'après qui sort de la cuve filtre vers la chaudière ébullition. On a un cadencement de brassin entre tous les 3 heures, tous les 3 heures et demie. Et donc le brassin envoie sa vapeur sur le Faduco et le brassin d'après est réchauffé grâce aux vapeurs, à la vapocondensation des vapeurs précédentes. Bon, je me suis un peu embrouillée, mais tout ça pour dire que ça nous a permis d'avoir une formidable économie d'énergie, un impact environnemental qui a été fortement apprécié. D'ailleurs, projet qui était sponsorisé par l'ADEME, donc on est hyper fiers de ce projet qui marche très bien et qui nous permet de vraiment avoir un vrai impact sur notre environnement. Oui, parce qu'avant, les vapeurs étaient évacuées par une cheminée et basta. Et on a quand même des taux d'évaporation, on évapore jusque 5% de notre évaporation sur des volumes qui peuvent aller jusque 1000 hectolitres toutes les 3 heures. Il faut imaginer la quantité d'énergie qui était dépensée pour assurer cette ébullition. Grâce à ça, cette énergie qui part, je dirais, au ciel, elle est réutilisée pleinement. Et ça, c'est vraiment une des grosses fiertés de ce process qu'on peut avoir à la Valentine. Alors, un brassin de 1000 hectos toutes les 3 heures, on va faire un peu de mathématiques, 1,5 million d'hectos par an. Quel est le process ? On ne s'y retrouve pas là dans les chiffres. Alors, certains brassins font 1000 hectos, d'autres en font 700. On est sur une moyenne entre 700 et 1000 hectos. On brasse 5 jours sur 7, donc toutes les 3 heures. Plusieurs types de qualités, avec plusieurs types de levures. On a des process qui durent plus ou moins longtemps, jusqu'à 1 mois pour des bières comme Heineken. Bien sûr, on brasse plusieurs types de bières. Une fois que la bière est mûre et mature au sein de nos caves de garde, elle est ensuite filtrée, puis envoyée au conditionnement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les matières premières qui sont utilisées pour brasser les différentes bières ? Alors déjà que ce sont matières premières françaises, on peut commencer par l'eau, eau de la ville de Marseille. Excellente qualité. Aujourd'hui, on fait un seul traitement de dureté, mais on l'utilise directement et elle répond pleinement aux besoins de nos levures. On utilise du malt, bien sûr, qui vient de France, un malt franco-français. On a plusieurs types de malt. Sur le site, on n'utilise que des maltes blonds, puisque nous faisons que des bières blondes. On a plusieurs types de malt qui sont stockés entre 3 et 5 jours sur le site.
Bien sûr, on utilise notre houblon, ce qui est l'or du brasseur, ce qui nous permet vraiment de donner la flaveur typique de chacune de nos types de bières. On a plusieurs types de houblons. On a des houblons en extrême, on a aussi des houblons en pellets en fonction des différents types de bières. Depuis maintenant 1 an, on produit la bière Affligem, qui est une bière L, qui a été une vraie révolution pour nous en brasserie, pour les brasseurs qui étaient habitués à ne brasser que des lagers. Donc on a introduit ces pellets avec une houblonnière. On a aussi une levure très spécifique qui est propagée en laboratoire dans des ballons Carlsberg avec des fermenteurs spécifiques et donc avec une bière qui est complètement neuve pour nous et sur laquelle on délivre aujourd'hui depuis 1 an sans aucun souci. Voilà, donc j'ai parlé du houblon, de l'eau, du malt et bien sûr de notre chère levure. On a 2 grands types de levures utilisées sur le site. La levure Heineken, bien sûr, et la levure Affligem, qui sont 2 levures qui ne se propagent pas du tout de la même façon de toute façon et qui ont des comportements très différents d'une bière à l'autre. Et ce qui est très important, c'est de se dire que, comme tout brasseur, la clé, c'est la fermentation, la garde, et ce que va faire la levure. Sur le site, on parle de yeast management, de management de la levure. Comment on peut donner les meilleures conditions à chacune de nos levures pour qu'elles puissent développer les flavors qu'on peut avoir, qu'on va retrouver, que le consommateur va retrouver dans notre bière. Et ça, c'est la force de notre fermentation, certes de nos tanks et de nos moyens industriels, mais aussi, je dirais, du savoir-faire de nos brasseurs et de nos personnes qui sont formées en fermentation, qui travaillent sur le stress de la levure, sur l'accompagnement de la levure tout au long de sa fermentation. Catherine, on se retrouve à l'extérieur de la brasserie. On a vu en entrant des grands tanks de fermentation qui sont verticaux. Et là, on se retrouve devant des tanks horizontaux qui ont leur utilité dans le process. Mais surtout, ce qu'on va dire avant de parler de ces tanks, c'est qu'ici, on est devant les 2 plus grands tanks de fermentation au monde. Exactement. Donc on a pu inaugurer ces nouveaux tanks de fermentation il y a maintenant un peu plus d'1 an, qui sont des tanks qui font 6500 hectolitres sur lesquels on accueille en fait une grosse capacité de production. Et pour nous, ça a été une vraie révolution parce qu'il faut savoir que ces tanks horizontaux en fait sont nécessaires pour le début de fermentation de la bière Heineken, sur lesquels la levure a besoin de se retrouver sans stress et ces tanks horizontaux leur offrent ces conditions. Les premiers brassins Heineken ont été faits il y a un peu plus de 20 ans. Nos premiers tanks de fermentation Heineken étaient historiquement des tanks verticaux qui avaient été couchés sur le sol pour devenir des tanks horizontaux. Idée visionnaire d'un directeur d'époque, c'était des petits tanks dans lesquels on accueillait maximum 750 hectolitres. Peu de temps après, fort de la croissance de la Heineken, on a construit ces tanks moyens qu'on estimait énormes jusqu'il y a 2 ans. Mais face à la grosse croissance de la bière Heineken, on a pu accueillir donc ces monstres qui ont été assemblés sur le site et qui accueillent aujourd'hui plus de la moitié de la production Heineken. Et donc tu nous disais que les tanks horizontaux ont une vocation particulière pour le bon travail de la levure ? Bien sûr. Encore une fois, le travail d'une levure, on va lui donner... Elle va fermenter, elle va produire de l'alcool et du CO2 comme toute bière. Mais la force de la levure, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'arriver à développer les composants qu'on veut, les flavors qu'on veut retrouver au sein de la bière. Et typiquement, pour une bière Heineken, on cherche des esters. Et pour produire des esters, la levure, en début de fermentation, doit recevoir le moins de pression possible. Donc on ne peut pas imaginer qu'une levure dans un tank horizontal reçoit moins de pression qu'une levure dans un tank vertical. Donc clairement, pour produire une bière Heineken, on doit passer par ces tanks. Et c'est essentiel pour ce qu'on appelle le yeast management de notre fermentation. Pour la Heineken, on est sur de la fermentation basse, donc on est sur des cuves qui sont thermorégulées. Parfaitement, exactement. Et c'est ce qui fait la force du fait qu'on arrive à peu près à maîtriser notre levure. On est de fermentation basse. La première partie de la fermentation se fait dans ces tanks horizontaux, la deuxième sur les tanks verticaux que vous avez pu voir, avec une thermorégulation, avec des jaquettes glycoles qui entourent les tanks et qui nous permettent de maîtriser la température à plus ou moins 0,5 degrés près. Idem pour la mise au froid, idem pour la garde. On a réellement une maîtrise de la température qui nous aide à capter, à manager, à éduquer nos levures et leur permettre de développer vraiment les flaveurs qu'on souhaite spécifiquement pour la bière Heineken. Encore une fois, on a des paramètres très différents pour d'autres styles de bière. Oui, alors ces 2 énormes tanks n'accueillent que de la Heineken. Exactement. Ce sont des tanks qui accueillent la Heineken pour les esters. Nous avons parallèlement, bien sûr, d'autres fermentations. Typiquement, très récemment, depuis maintenant 1 an, nous produisons la bière Affligem, qui est pour le coup une bière L, avec un process très 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 différent, sur lequel on a une fermentation à haute température, sur lequel on a une récolte qui se fait après une mise au froid, avec une forte multiplication cellulaire, donc un process qui est complètement révolutionnaire pour nous. Et qu'il y a des fermenteurs dédiés ? Bien sûr.
Ce sont des fermentaires verticaux, donc sur lesquels on a en fait d'ailleurs des headspace très spécifiques. Alors headspace, c'est des espaces de non-occupation de la bière. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est une levure qui va fermenter très très vite avec beaucoup de mousse et du coup qui a besoin de beaucoup d'aération en fait. Dans ces énormes tanks, la bière va passer 5 jours et ensuite elle va être transférée dans d'autres fermenteurs verticaux. Dans les tanks que vous pouvez voir au loin, qui sont des tanks verticaux cylindro-coniques sur lesquels on peut récolter la levure au bout d'une dizaine de jours. Et ensuite, on a un gros phénomène de garde de façon à maturer et permettre à la bière d'acquérir la rondeur qu'on veut et de s'assurer d'avoir le bon profil qu'on peut avoir. Au bout d'un mois, on a une bière qui est prête en garde, qui sera ensuite filtrée. Tous les mois, un échantillon de bière part aux Pays-Bas pour être dégusté par un panel d'experts. Heineken a des dizaines de brasseries dans le monde entier. Pourquoi ce contrôle qualité ? La bière varie d'une brasserie à l'autre ? Bien sûr. On travaille un produit vivant, vous l'avez compris tout à l'heure. On a bien sûr des matières nobles, naturelles, mais on a aussi le travail de cette levure. Et chaque brassin est différent, chaque fermentation est différente. Alors à l'échelle du consommateur, on ne voit pas la différence. Parce que notre vocation est d'essayer de rationaliser cela. Mais à l'échelle de l'expert, on a réellement une différence entre nos fermentations. Et tous les mois, nous envoyons un échantillon de notre bière Heineken en Hollande où la bière est dégustée par un panel de dégustation spécialiste. La bière est aussi analysée sur un certain nombre de flavors. Et on est noté selon notre adéquation au profil souhaité par la Hollande. Donc en effet, il y a plus d'une quarantaine de brasseries dans le monde qui font de la Heineken. Et toutes ces brasseries envoient cet échantillon et sont notées. Et notre grosse fierté à Marseille, c'est qu'en 2018, nous avons remporté la première place au Quality Award. C'est-à-dire que la moyenne de dégustation de nos 12 bières, que ce soit une dégustation fraîche d'ailleurs et âgée, puisqu'ils font aussi vieillir cette bière prématurément pour pouvoir anticiper sa façon de vieillir plus tard chez le consommateur, tous ces paramètres permettent d'obtenir un score et nous avons détrôné les Asiatiques et obtenu pour le monde le Quality Award. Une magnifique reconnaissance pour Marseille, puisqu'on nous a attribué le prix de la meilleure bière Heineken dans le monde. On est sur du brassage haute densité. C'est quoi le principe ? Le principe du brassage haute densité, c'est de pouvoir en effet concentrer le mou et les sucres en amont et de pouvoir ainsi fermenter à haute densité. Alors pas aussi loin qu'on pourrait, puisque bien sûr il faut que ça soit absorbé par notre levure et par la suite de pouvoir optimiser nos capacités de fermentation et de garde. Donc c'est vraiment dans un optique de productivité, dans la mesure d'une qualité égale qu'on peut assurer ces fermentations haute densité. C'est-à-dire qu'on met plus de malt et plus d'ingrédients que si on brassait une bière classique ? Exactement, tout à fait. Maintenant, attention, comme je disais, la levure, c'est un organisme vivant, on ne peut pas la gaver. Donc on doit lui donner et lui permettre de vivre sa vie de qualité au mieux possible, de façon à pouvoir offrir les mêmes conditions de flavor qu'on veut avoir au final. En fait, aujourd'hui, la levure, la souche originale, est stockée à Amsterdam, elle est piquée dans des laboratoires spécifiques où elle est préservée. Chaque brasserie du monde entier reçoit en fait ces levures spécifiques, qui sont une levure souche spécifique, à peu près une fois par mois, où elle va être propagée. Donc petit à petit, on va lui donner du mou à manger. C'est ce qu'on appelle la propagation, jusqu'à ce qu'elle se multiplie et qu'on puisse avoir notre génération zéro. Il faut savoir qu'à chaque fermentation, quand on injecte de la levure, on va lui donner les conditions aérobies, c'est-à-dire beaucoup d'air, de façon à ce que la levure puisse se multiplier. On estime entre 6 à 8 fois, dans chaque tank de fermentation, la levure va se multiplier, afin de pouvoir avoir des jeunes levures dynamiques qui vont booster la fermentation et surtout générer vraiment les meilleures conditions de cycle de vie de la levure, afin de pouvoir développer tous les flavors qu'on va avoir indépendamment de la fermentation. On a à peu près 24 heures en début de fermentation qui sont consacrées à la multiplication cellulaire. La levure mange l'extrait, non pas pour fermenter, mais pour se multiplier. Au bout de 24 heures, nous passons en conditions anaérobie, nous n'avons plus d'air, et là démarre la fameuse réaction de fermentation où on produit le sucre et l'alcool dans les meilleures conditions, de façon à ce que la levure puisse aussi produire dans sa respiration et dans sa vie tous les composés qu'on peut avoir. Entre l'arrivée du malt et le départ de la bouteille, il y a tout un tas de tests qui sont réalisés. Évidemment, on a beaucoup de contrôles process en cours par les opérateurs, mais on a aussi un gros laboratoire, à la fois au niveau brewing et à la fois au niveau packaging, avec des analyses microbiologiques, physico-chimiques poussées. Tous les composés volatiles, par exemple, sont mesurés sur la totalité de nos batchs, les fameux esters dont je vous parlais tout à l'heure, et bien sûr, un atelier sensoriel qu'on pourra aller voir tout à l'heure, puisque la totalité de nos batchs sont aussi dégustés par un panel en interne. En ressortant des fermenteurs, la bière arrive ici, dans cette salle de filtration. En fin de garde, malgré le fait qu'on ait fait une récolte à chaud puis une récolte à froid de levure, il reste toujours des levures en suspension.
On a aussi des composés style protéines tanin qui peuvent se complexer et générer des voiles. Donc l'idée en fait en filtration, c'est d'abord de centrifuger en ligne, puis de passer par ces filtres pour clarifier pleinement la bière et avoir une bière parfaitement limpide issue de la filtration. Donc notre procédé de filtration, il est très similaire à ceux de tous nos copains brasseurs et même viticulteurs. Nous filtrons sur Clisdelgur, c'est la terre de diatomée qui nous permet vraiment de complexer en fait les levures en suspension et les composés protéines tanin et d'arriver à les piéger au sein des Clisdelgur et enfin de sortir une bière parfaitement limpide. Alors vous voici devant un vrai bijou qu'on appelle une matrice, une vraie bataille navale. Derrière ce mur, vous avez à la verticale chaque tank de bière filtrée. Nous avons une vingtaine de tanks de bière filtrée. Et à l'horizontale, chaque groupe de conditionnement. La vocation est de permettre de faire la jonction entre nos tanks de bière filtrée, qui sortent fraîchement du filtre que vous venez de voir, et les lignes de conditionnement. Ce jeu de vanne automatique nous permet de chasser la totalité de l'air qui pourrait éventuellement se glisser au sein de la bière. Parce que l'air est réellement l'ennemi de la bière. Et notre vocation à ce niveau-là, c'est vraiment d'empêcher toute intrusion. Et ces vannes automatisées, grâce à cette matrice, nous permettent d'assurer une jonction parfaite d'un tank de bière filtrée à une autre, d'une qualité à une autre, sur chaque groupe de conditionnement. Vous êtes vraiment au cœur de l'interface entre la fabrication et l'embouteillage. Ce qui est très intéressant dans tout le process que tu viens de nous présenter, c'est que tout est fait aux différentes étapes pour réaliser des économies d'énergie ou en tout cas éviter le gaspillage. Complètement. Là, on a vraiment un process qui est très écologique. Déjà, on a beaucoup de recyclage. On parlait tout à l'heure des vapeurs de la chaudière émission qui sont réutilisées pour créer de l'eau chaude. Quand on refroidit un mou, on produit en même temps la totalité de l'eau chaude de la brasserie. Les drèches qui sont un coproduit de la filtration Q-Filtre, elles sont revendues et valorisées pour les vaches. Les levures qu'on a en excès sont revendues et vendues pour les cochons. On a vraiment la totalité de nos matières qui sont ou réutilisées sur le site, puisque je pourrais aussi parler du CO2 par exemple. On produit beaucoup de CO2 pendant la fermentation, mais on traite ce CO2 qui est réutilisé pour pressionner nos tanks de fermentation, pour carbonater notre eau et permet d'avoir des pousses et chasser l'oxygène. Donc la totalité de nos intrants, en fait, ont souvent une double fonction et nous permettent d'avoir une pleine autonomie et donc une empreinte carbone qui est vraiment limitée. C'est un process qui est très protecteur de l'environnement. On arrive maintenant à l'embouteillage. Nous attend Yann Poclet qui est le responsable du conditionnement à l'usine Heineken de Marseille. Qu'est-ce qui se passe ici, Yann ? Alors ici on est sur les lignes G8-9, deux lignes sur lesquelles on est capable de faire de la Fligem, du panache, de la Heineken principalement, en 25 centilitres et en 15 centilitres. Donc là aujourd'hui on est en Fligem d'un côté, on a Heineken de l'autre, 25 centilitres. La bière arrive depuis la filtration, directement au niveau des soutireuses. Soutireuses à 62 000 bouteilleurs, donc soutirage où on vient d'abord au préalable rincer les bouteilles, on les retourne, on les rince. Ensuite une fois que les bouteilles rentrent dans la soutireuse, on enlève l'air, on chasse l'air, on met du CO2, on les met en pression de CO2 et ensuite on met la bière. On capsule, on fait ce qu'on appelle un bouchage sur mousse, c'est-à-dire qu'on fait légèrement mousser la bière pour enlever l'air du col et directement on met la capsule et ensuite les bouteilles s'en vont vers les pasteurisateurs. La pasteurisation, donc un procédé où on vient chauffer au fur et à mesure avec différents bains les bouteilles jusqu'à environ 59 degrés, 60 degrés et ensuite on les refroidit jusqu'à avoir une température en sortie maximale de 35 degrés. L'objectif de la pasteurisation, c'est de tuer la microbiose s'il y en a encore dans la bière au niveau de la bouteille produit fini. Une fois que les bouteilles sortent du pasteurisateur, elles arrivent au niveau des sécheurs et des étiqueteuses. Donc sécheurs d'abord pour sécher totalement les bouteilles, parce que nous on est sur, hormis pour la Fligem et le panache, on est sur de l'étiquetage Clear Label. Donc c'est une sorte d'autocollant. Et ça, il faut absolument que les bouteilles soient extra sèches pour pouvoir assurer un étiquetage correct et surtout un lissage des étiquettes correct. Sinon on a des bulles au niveau des étiquettes. On met les étiquettes corps, dos et collerette sur les bouteilles. Ensuite on met la DLUO et on contrôle le niveau, le bouchage, l'étanchéité, la présence et la position des étiquettes. Une fois qu'on a étiqueté les bouteilles sont envoyées vers les zones packaging où là, en fonction de la production et de ce que la logistique nous demande, où on est en pack de 6 ou en pack de 8 quand on est en 15 centilitres, mais sinon on peut faire du 6, du 10, du 12, du 15, du 20 et du 24. Donc ça c'est vraiment la logistique qui nous donne le planning et selon les commandes qu'on a à faire, nous on s'adapte. Donc en général on fait entre 5 et 10 changements dans la semaine, c'est possible d'aller jusqu'à vraiment beaucoup de changements au niveau du packaging. Une fois qu'on a fait les packs,
on fait des fardeaux, c'est-à-dire qu'on entoure les packs avec du plastique. Alors pas toujours, quand c'est des packs de 6, des packs de 10 ou des packs de 8, on peut les fardeler avec du plastique. Quand c'est des packs de 12, 15 et 20, on fardelle pas, on envoie directement à la palettisation. Et une fois qu'on a fait le packaging primaire et secondaire, on envoie à la palettisation et ensuite on envoie à la logistique. Et alors la logistique, c'est quoi ? Il y a un stock énorme où on charge directement dans les camions et ça part tout de suite ? On a un peu de stockage ici sur la brasserie, donc on est capable de stocker un peu de produits finis, mais on charge beaucoup de camions chaque jour qui livrent ou directement des clients ou on va sur des passerelles qui sont chez France Boisson, qui sont nos cousins. Donc on stocke les palettes dans ces entrepôts et de ces entrepôts-là, après on livre les clients. Donc il y a deux façons de faire. Et alors chaque jour, ça représente quel volume ? En volume, on est à 62 000 bouteilleurs en 25 centilitres quand on fait de la Heineken sur le groupe 8. Quand on est sur le groupe 9, on est à 42 000 bouteilleurs, ou en 15 centilitres ou en 25 centilitres. Donc selon les volumes qu'on conditionne, c'est différent. Après, il faut faire le calcul, ça dépend vraiment du packaging qu'on va faire. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Alors Catherine, aujourd'hui pas de dégustation, mais on va s'intéresser à tout ce qui est mis en place tout au long de l'année, j'allais dire brassin après brassin, pour contrôler la qualité des bières qui sont produites ici chez Heineken à Marseille. On peut parler de contrôle continu, par exemple sur la Heineken classique, celle que tout le monde connaît ou beaucoup connaissent. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Qu'est-ce qui fait sa marque de fabrique ? Quand on parle déjà de contrôle qualité, on a bien sûr un gros laboratoire qui fait du physico-chimique, du microbio, mais aussi bien sûr du sensoriel. Et vous êtes en effet au cœur de l'atelier sensoriel de la brasserie, qui est notre salle de dégustation, où les dégustateurs qui sont formés vont être capables de décrire pour chacun de nos batchs de production le profil sensoriel de ce qu'ils ont dans les verres qui leur sont proposés. Donc on a un profil sensoriel type recherché, pour la Heineken, qui est, comme on disait tout à l'heure, un profil très estéré. Pour rappel, CF, les grands tanks horizontaux qui permettent de limiter le stress et de développer des esters. Ce sont des bières qui sont relativement peu houblonnées, relativement peu sucrées, avec une vraie plénitude et bien sûr très peu d'arrière-goût. Tous ces composés sont notés par chaque dégustateur pour chaque batch de fermentation. Chaque dégustateur est bien sûr formé. On fait appel aux volontaires au sein de la brasserie. Il y a des séances de formation qui durent plusieurs mois où on forme chaque personne avec des composés, ce qu'on appelle des spikes, qui sont mis de façon aveugle dans une bière et qu'on demande aux dégustateurs de retrouver. Et ce sont bien sûr les dégustateurs qui sont capables de reconnaître ces flavors qui sont amenés à faire partie du panel de contrôle qualité. Ce sont les mêmes composés qui sont notés en Hollande dans le cadre de la fameuse notation du Quality Award que nous avons remporté en 2018. Nous avons notre propre panel de contrôle qualité avec nos propres collaborateurs qui sont eux aussi passionnés de bière et qui sont capables de détecter réellement les flavors qu'on souhaite avoir et celles qu'on ne veut pas avoir au sein de nos différents profils. L'exercice commence dans un verre noir ? Évidemment, puisque le visuel doit être sorti. On parle vraiment de dégustation, de goût et d'odeur. Donc, comme dans le vin, comme dans les brasseries artisanales, on a une série de verres noirs avec un numéro et on ne sait pas ce qu'on déguste. Et on doit sentir, goûter en première bouche, goûter après déglutition. Et l'idée, c'est vraiment d'être capable de repérer réellement la flaveur qui va bien. Alors, on a vraiment un expert en dégustation qui s'appelle Nicolas Manologlou, qui est capable de former toutes les personnes qui souhaitent être motivées au sein de la brasserie pour assurer ce contrôle qualité et qui vraiment est capable de nous accompagner sur la flaveur de chacun des produits. Un vrai passionné, un vrai birologue. Et si la qualité change ? Alors, évidemment, c'est un vrai indicateur qualité, c'est-à-dire que les résultats de ce contrôle qualité nous sont remontés au sein du service qualité et ça nous permet éventuellement d'adapter nos process. Par exemple, typiquement, si on a trop d'esters, on peut se poser des questions sur le stress qu'a pu vivre la levure, adapter nos temps, nos températures de process, notre ensemencement, notre aération. On pourra en parler pendant longtemps, mais notre vocation, c'est vraiment d'arriver à recentrer la levure dans ce qu'on veut exactement qu'on ait au final en produit. On parlait tout à l'heure d'éducation de la levure, de management cyst. Notre vocation, c'est vraiment d'essayer de pallier sur cette variabilité pour obtenir le profil idéal qui est recherché par la Hollande, le profil typique Heineken. Et idem pour bien sûr toutes les autres bières. Quand on est un consommateur lambda, la Heineken, qu'on la boive à Marseille, à Lille ou à l'étranger, elle a un peu le même goût. Exactement. Alors pour le consommateur, bien sûr, notre vocation de brasseur, c'est de travailler sur cette variabilité du process avec un produit vivant, enfin une levure vivante, pour permettre de compenser et essayer d'avoir le produit le plus standard possible. Et évidemment que le consommateur lambda n'est pas capable de voir la variabilité. Mais les experts le voient. La preuve étant, c'est quand même à Marseille qu'a été remporté le Quality Award, c'est-à-dire là où était produit la meilleure Heineken dans le monde entier, en 2018.
Merci à Frédéric Cabrera, Catherine Gindre, Yann Poncelet et aux équipes Heineken pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Rendez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Rendez-vous aussi sur Apple Podcast où vous pourrez laisser un commentaire et 5 étoiles pour aider le Podcapsuleur à continuer de progresser. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter, merci, à nous suivre également sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de soutenir aussi le Podcapsuleur sur Tipeee, il en a bien besoin. Rendez-vous dans 15 jours dans le département du Nord, nous irons dans les Flandres à la découverte d'une autre brasserie historique. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.